Welcome to the final session of the Global Parliamentary Forum 2021, and our annual town hall with the Managing Director of the International Monetary Fund. C'est l'audience publique avec la directrice générale du groupe de la Banque mondiale, le président de la directrice du Fonds monétaire international, le président de la Banque mondiale. Nous traversons une pandémie qui a causé la mort de 5 millions de personnes environ. Personne n'a été épargné et d'ici 2024, les pertes économiques s'élèveraient à 17 000 milliards de dollars. J'ai dit plus tôt à Kristalina et à David à quel point je suis reconnaissant pour la vitesse et l'efficacité de leur riposte. La banque a probablement possédé à ses investissements les plus importants et le FMI a apporté les mesures de soutien le plus considérable de son histoire. Je vous remercie pour l'esprit de leadership dont vous avez fait preuve et qui a permis de sauver des vies et des moyens de subsistance. La question d'aujourd'hui est la suivante. Comment, au cours des prochains jours, pourrons-nous honorer les engagements pris à Paris? Premièrement, nous ne pouvons pas permettre que l'écart vaccinal se poursuive. La crise n'est pas achevée. D'ici la fin de cette séance, 19 000 personnes auront été infectées et beaucoup perdront leur vie. Si rien n'est fait, 9 000 milliards de dollars en production seront encore perdus. Les vaccins ont été approuvés il y a un an. 5% des Africains ont été vaccinés. Il manque 20 milliards de dollars pour atteindre les objectifs en matière de vaccins. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cela perdurer. Nous restons concentrés sur la lutte d'aujourd'hui, mais nous constatons que 8 sur 12 mesures prises se concentrent sur l'aujourd'hui et le maintenant. Plus tôt cette semaine, nous avons eu des interventions de parlementaires et sur cette première diapositive, vous pouvez voir que 60% des parlementaires voient que la crise sanitaire ne s'améliorera pas au cours des 6 prochains mois et la moitié estime qu'elle va s'aggraver. Presque tous pensent que la communauté internationale doit faire beaucoup plus. Les priorités sont les emplois, les entreprises, les soins de santé et l'éducation. Le grand message porte sur nos préoccupations, à savoir notamment comment, d'une part, payer les factures et en même temps réduire l'empreinte carbone. Il n'y a pas de financement pour le carbone. Il n'y a pas de tarification du carbone. Ici, comme vous pouvez le voir dans l'enquête, quand il s'agit de la réduction du carbone, il y a de grands écarts entre les financements nécessaires et les financements disponibles. Et c'est l'un des grands messages d'aujourd'hui. Nous savons que les marchés de financement climatique seront essentiels pour nous permettre de combler le fossé entre ce qui est possible et ce qui est nécessaire. Mais actuellement, au moins 3/4 des parlementaires pensent qu'il y a un grand écart entre les financements nécessaires pour se remettre de la pandémie et les investissements nécessaires pour décarboniser l'atmosphère. Mon dernier message est probablement le suivant. Les messages précédents peuvent être difficiles à entendre, mais les parlementaires et les
personnalités politiques doivent avoir de l'espoir. Quand nous regardons le nombre de doses de vaccins disponibles dans le monde et quand nous voyons le potentiel d'investissement disponible dans le monde, il est évident que nous avons les solutions pour honorer l'accord de Paris. La seule question qui demeure est, avons-nous la détermination nécessaire? Maintenant, je vais vous donner la parole. Kristalina, en commençant par vous. Ensuite, ce sera David. Merci, Liane. Bonjour une fois de plus, David. Bonjour ou bonsoir à tous les parlementaires qui se joignent à nous de 4 coins du monde. C'est très important d'avoir ce dialogue au début de notre assemblée annuelle. Il y a un lien incroyable entre vous et nous. Vous êtes en première ligne de l'action politique et c'est à travers vous que nous pouvons mieux apprécier la réalité sur le terrain. Je voudrais dire dès le départ que dans mes propos qui vont suivre, vous allez entendre l'appel qui vient de nous être lancé. Mais je voudrais commencer par une bonne nouvelle. À plusieurs égards, les 18 derniers mois ont témoigné de la vision des décideurs et des scientifiques. Qu'est-ce que je veux dire? Nous savons que grâce au développement en temps record des vaccins, nous avons pu sauver des vies. Nous savons également que les mesures de soutien ont été prises en temps record et elles ont représenté des montants sans précédent et nous ont permis d'éviter une situation économique encore pire. Cela montre à quel point ce que vous faites au quotidien est important et comment leur effet se traduit sur le quotidien de millions de personnes. J'ai été très heureuse de voir le choix que vous avez retenu comme thème du forum parlementaire, reconstruire plus fort, plus juste, plus vert. Et moi, je dirais bâtir un avenir plus fort, plus juste et plus vert. C'est l'idée d'un monde qui promet un avenir meilleur à nous et à nos enfants surtout. Nous savons que bon nombre d'entre vous se demandent comment légiférer compte tenu des nombreux obstacles auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes confrontés aux choix politiques et aux arbitrages les plus difficiles des dernières décennies. À cela, et nous sommes confrontés à une pandémie, nous devons surmonter les obstacles à la reprise, cela dans beaucoup de pays avec une marge de manœuvre très restreinte et parallèlement, les pressions sont troublantes pour la transformation des économies pour qu'elles soient plus fortes, plus vertes et plus justes. Ce sont des enjeux sur lesquels nous allons plancher pendant ces assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. C'est pourquoi je voudrais commencer par un aperçu des perspectives économiques. En juillet, nous avons prévu que la croissance mondiale serait de 6% cette année. Comme vous le verrez dans la mise à jour des perspectives de l'économie mondiale que nous publierons demain, nous prévoyons que la reprise se poursuivra, mais la croissance devrait se modérer légèrement cette année. Depuis le mois de juillet, nous avons constaté une augmentation des risques et des obstacles. Je voudrais mettre l'accent sur 3 écarts considérables qui pourraient nous ralentir. Le premier porte sur un élément que nous évoquons depuis longtemps. Il s'agit de la divergence de croissance, de situation économique nationale. Cette divergence se prononce. La croissance dans les pays avancés devrait retourner aux
au niveau d'avant-crise d'ici 2022 et la croissance, maintient son dynamisme dans les pays avancés. Par contre, dans beaucoup d'autres pays, la croissance continue de décélérer, exacerbée par un faible accès à la vaccination, la fracture vaccinale et une marge de manœuvre restreinte qui limite leur capacité de soutien aux entreprises et aux ménages. La plupart des pays en développement ou émergents prendront plus de temps pour se redresser. Cela se traduit par des difficultés à éviter des séquelles économiques à long terme et qui sera particulièrement touché les jeunes, les femmes et les travailleurs du secteur informel. Le deuxième enjeu qui nous préoccupe, c'est l'inflation. L'inflation globale a augmenté rapidement dans bon nombre de pays. Nous nous attendons à ce que les pressions de prix diminuent en 2022, mais elles risquent de persister dans les pays émergents et en développement. Et l'une des préoccupations, c'est l'augmentation des prix des produits alimentaires de 30 au cours de l'année écoulée. Quand on ajoute à cela l'augmentation des prix énergétiques, qui y payent le plus lourd tribut? Les familles pauvres. De façon plus générale, les perspectives d'inflation demeurent incertaines. Si l'inflation augmente toujours, les taux d'intérêt augmenteraient aussi et les conditions financières se resserreraient, ce qui causerait de grandes difficultés aux pays en développement. Et cela me mène au deuxième problème. Nous constatons une augmentation de la dette de 100 du PIB mondial. Et en même temps, il y a cela s'explique par une réduction de la production à cause de la pandémie, mais les pays les plus touchés sont ceux en développement qui ont commencé cette pandémie avec une marge de manœuvre budgétaire très restreinte. Maintenant, ils ont de la difficulté à émettre de la dette à des conditions favorables. Et donc, ils se trouvent du mauvais côté de la fracture de financement budgétaire. Alors, que peuvent faire les décideurs? Nous proposons de vacciner, d'adapter et d'accélérer. Vacciner pour atteindre au moins 40 de la population de tous les pays d'ici la fin de cette année et 70 d'ici le milieu de l'année prochaine. Avec le président David Malpass et la le groupe de travail multilatéral, nous nous sommes engagés pour cet objectif et nous voulons, si rien n'est fait, le PIB mondial diminuerait de 5 300 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. La deuxième solution consiste à s'adapter aux différences en matière d'inflation et de situation nationale. Ces différences rendent plus difficile le travail des décideurs, des parlementaires et des autorités financières, ainsi que des banques centrales. Plus la crise persistera, plus les situations se compliqueront. Cela rendra difficile l'aide aux populations, le soutien à court terme à l'économie et l'atteinte des objectifs structurels à long terme. Cela me mène au troisième point, accélérer les réformes, transformer les économies. Même en faisant face aux défis à court terme, nous devons regarder vers l'avenir. Nous devons rester, et cela correspond au thème que vous avez choisi pour le forum de cette année. Nous parlerons du changement climatique, du passage au numérique et de l'inclusion. Je tiens à atteindre
à entendre vos points de vue à ce sujet, surtout en lien avec le thème du forum. Pour finir, je voudrais dire ceci. Le FMI se tient aux côtés de ses pays membres. Nous restons un partenaire indéfectible. Depuis le début de la pandémie, comme vous l'avez reconnu, nous avons fourni des financements, nous avons apporté nos conseils aux pays membres et nous continuons d'adapter notre aide en matière de conseil et de financement et d'assistance technique. En tête de notre programme se trouve la question de savoir quelle sera la suite de l'allocation de DTS. Bien entendu, 275 milliards des 650 millions de DTS alloués sont allés aux pays émergents ou en développement. Comment pouvons-nous réacheminer volontairement les DTS des pays qui n'en ont pas besoin aux pays vulnérables? Pour cela, il y a 2 mesures en cours. L'une d'elles, c'est l'augmentation des financements au titre du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance. Et deuxièmement, j'ai le plaisir d'annoncer le nouveau Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité qui permettra au pays d'entreprendre des réformes pour un avenir plus vert et plus durable. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec la Banque mondiale et je voudrais remercier David pour cette collaboration qui nous permettra d'ajouter un instrument à notre panoplie d'outils dans cet contexte particulièrement difficile. Je voudrais savoir comment, en tant que parlementaire, vous pouvez légiférer sur vos priorités. Je suis heureuse de poursuivre cette discussion avec vous. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, Christina. C'est fantastique. Kristalina, c'est fantastique ce que vous avez dit. En effet, il faut maintenant que chacun assume ses responsabilités, en particulier pour ce qui n'a pas encore été concrétisé. En effet, ces pays riches qui ont des DTS à partager, il faut qu'ils le fassent. À Khartoum, vous avez fait une allocution brillante qui a fait l'écho de beaucoup des thèmes que vous avez mentionnés aujourd'hui. Oui, je pourrais également vous parler de Khartoum, mais j'aimerais tout d'abord dire que j'ai beaucoup apprécié vos paroles dans l'introduction de ce sujet. Kristalina, je vous remercie en particulier pour la clarté de vos propos par rapport à ces perspectives d'avenir qui sont un défi pour nous. Merci d'avoir expliqué ce que fait le Fonds monétaire et je vais également souligner certains des points qu'elle a mentionnés pour les parlementaires qui sont avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir que d'être là et j'aimerais remercier tout particulièrement le réseau parlementaire ainsi que le Fonds monétaire pour avoir co-organisé cet événement afin de partager les priorités en matière de développement. Nous avons bien sûr une mission commune de réduire la pauvreté, accroître la prospérité. C'est une mission qui est difficile à concrétiser compte tenu des retours en arrière que l'on a venu opérer dans plusieurs domaines. Et ces retours en arrière augmentent le taux de pauvreté, menacent des moyens de subsistance. Bien sûr, cela constitue un défi de taille que nous devons surmonter. Il y a un rétrécissement dramatique du progrès économique et social qui a été accompli à ce jour. Et bien sûr, ces retours en arrière ont également des conséquences sociales, économiques, sanitaires, éducatives également. Parce que bien sûr, des enfants ont perdu une année, voire plus de scolarisation et nos données montrent qu'en termes d'indice du capital humain, on a effectué un retour en arrière, ce qui est véritablement troublant. Si l'on regarde les prochaines 20 années, alors on va se rendre compte que ça va être une des conséquences les plus durables de la pandémie, c'est-à-dire l'éducation des enfants.
Beaucoup d'enfants ne vont pas être en mesure de rattraper le retard accumulé parce que ce retard est trop important. Avec les partenaires du Fonds monétaire, avec Kristalina, avec les parlementaires, avec les bailleurs de fonds, avec les différentes parties prenantes et bien sûr les emprunteurs. Nous allons tous travailler de concert et nous voyons évidemment qu'il y a beaucoup de chevauchements dans les groupes que j'ai cités. Nous nous réjouissons également du processus de reconstitution de l'IDA parce que là, on va être en mesure de discuter de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être changé. Et je suis toujours ici pour souligner l'importance d'obtenir des résultats. Obtenir des résultats en termes de meilleures perspectives de développement pour la population, de meilleurs résultats en termes de climat, réduction des gaz à effet de serre, adaptation, atténuation. Bien sûr, tout cela peut permettre de sauver des vies et nous devons prioriser l'assistance au développement, l'assistance climatique également et faire les choses qui fonctionnent, pas seulement dépenser de l'argent, mais également obtenir des résultats. La Banque mondiale a déployé le montant le plus important de son histoire, c'est-à-dire 157 milliards de dollars à partir d'avril 2020 à juin 2021. C'est un record, heu, mais également une augmentation drastique des engagements. Cela inclut plus de 50 milliards de ressources au titre de l'IDA qui sont destinées à 74 pays parmi les plus pauvres, qui obtiennent des termes concessionnels et qui ont des subventions. Et bien sûr, tout cela a nécessité de concentrer le financement de l'IDA 19 en début de période et nous avons anticipé l'IDA 20 d'une année afin de répondre aux besoins urgents. Bien sûr, tout cela, c'est un problème pour les gouvernements, pour les parlementaires qui doivent réfléchir à ces questions et les emprunteurs et les bailleurs de fonds doivent se rencontrer, doivent discuter pour essayer d'accomplir les objectifs et priorités communs. Et bien sûr, nous espérons avoir une reconstitution record alors que nous avançons vers la reconstitution. L'économie mondiale va sans aucun doute s'élargir, mais comme nous l'avons dit, il y a deux trajectoires qui se dessinent et c'est quelque chose de très troublant. La Banque mondiale a publié deux rapports ce matin, ou plutôt deux données. Tout d'abord, une base par habitant. On regarde ici une augmentation de 5 par habitant en 2021, alors que pour les pays à bas revenus, il n'avance que 0,5 sur une base de 0,5. Donc ici, vous voyez très bien cette différence qui est au détriment des pays à faible revenu. Nous avons également publié le nouveau rapport IDS qui montre que l'endettement des pays à faible revenu euh, a augmenté de 12% euh, par rapport à la fin 2020. Même si les efforts du G20 tentent de rendre la dette plus durable, cette dette a atteint 860 milliards de dollars. Ensuite, bien sûr, nous nous réjouissons de la collaboration entre le Fonds monétaire et les mécanismes de vaccination. Je pense par exemple à COVAX, à VAT, l'Union africaine, l'UNICEF. Nous devons bien sûr viser des résultats communs. Kristalina a mentionné le fait que l'on travaille ensemble et c'est juste. On essaye de mesurer les lacunes, on essaye de mobiliser les engagements. La Société financière internationale essaye d'élargir euh, la disponibilité des vaccins pour les pays en développement. On parle du Rwanda, par exemple, de l'Afrique du Sud avec des pôles de fabrication. Et j'étais au Soudan récemment et j'ai vu les efforts de vaccination
que nous voyons, nous avons vu en effet au Soudan qu'il y a eu un effort important déployé par le Fonds monétaire et la Banque mondiale pour essayer de venir en aide aux pays les plus pauvres. Cette initiative avait été lancée en 1990 et ensuite dans les années 2000, elle a perduré à l'heure actuelle. Il s'agit d'alléger le traitement de la dette pour le Soudan. Il semblerait que 2 tiers de la dette du Soudan soit traitée maintenant dans le cadre de cette initiative pour les pays pauvres très endettés. Il s'agit ici de finaliser le traitement de la dette pour le Soudan et je dois dire que c'est un accomplissement important. Je félicite Kristalina pour le travail qu'elle a effectué. Donc, avançons avec le Soudan. Il y a un gouvernement de transition qui est en train d'essayer d'améliorer le quotidien de la population et nous pensons que ce gouvernement a besoin du soutien de la communauté internationale pour opérer les changements nécessaires. Beaucoup de pays peuvent améliorer leur situation par les différents programmes disponibles sur le plan national contre la COVID. Il y a plusieurs domaines sur lesquels on doit se concentrer. Tout d'abord, nous devons obtenir une stabilité économique, stabiliser l'inflation, les taux de change, les prix de l'essence, les prix du gaz ont diminué de manière substantielle au Soudan et donc une stabilisation de ce type est tout à fait nécessaire. Ensuite, nous devons également tirer profit de la révolution numérique. Le Soudan, la Jordanie sont en train de créer des registres qui leur permettent de se connecter avec la population et qui nous permettent également de mettre en place des programmes de transfert de liquidités pour la population. Cela nous aide dans les efforts de reprise post-pandémie. Ensuite, nous devons également avoir des programmes verts et durables. Je pense qu'à travers le monde, nous devons effectuer beaucoup de progrès sur ce plan. Il faut investir dans la population. J'ai mentionné les défis en matière d'éducation. Voilà, je vais vous laisser avec le dernier point qui est l'importance de l'IDA alors que nous avançons vers la finalisation de la reconstitution de l'IDA 20. Je pense qu'il y a des différentes manières d'obtenir cet objectif de 100 milliards de dollars. Voilà, je me réjouis de notre discussion d'aujourd'hui et je pense qu'il est critique maintenant d'avoir cette ambition conjointe et de travailler ensemble pour obtenir les résultats nécessaires. Merci beaucoup, David. Euh, En effet, vous avez parlé de la créativité de la réponse que nous devons trouver. Vous avez raison, très bon commentaire. Et ce que vous avez dit sur l'IDA, bien sûr, est essentiel. C'est quelque chose qui va être crucial au cours des prochains mois. J'aimerais maintenant donner la parole à certains des collègues parlementaires pour la session questions-réponses. Peut-être la Jamaïque tout d'abord. On va prendre 3 questions à la fois et ensuite on passera aux réponses. Jamaïque. Merci Liam, merci Kristalina et merci Monsieur Malpass. Compte tenu de l'impact de la pandémie de COVID-19, quelles considérations sont faites par rapport à au changement des points de référence pour le soutien et comment cela est lié au déplacement économique? Quel type de contrôle parlementaire serait utile aux yeux du Fonds monétaire et de la Banque mondiale? Merci. Bien sûr, en effet, vous avez raison, il faut que l'échelle de la réponse corresponde à l'échelle de la crise. Merci beaucoup pour le travail très important que vous faites. Allez-y, le Portugal.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Une petite question, le réseau parlementaire, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, avec le réseau mondial des parlementaires, euh, ont joint leurs forces pour créer un forum international. Il s'agit d'une organisation qui rassemble 14 réseaux parlementaires, des membres du Parlement du monde entier. En tant que dirigeant du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, quelles actions prioritaires souhaiteriez-vous qu'un tel réseau se concentre compte tenu du rôle que les parlementaires jouent par rapport à la pandémie, mais également pour préparer le monde à l'ère post-pandémie? Merci. Merci beaucoup. Ensuite, la Malaisie. Une question sur les impôts. Hello. Yeah. Shamshul. Okay. Hold on a second. Yes. Thank you, Honorable Lam, and both Merci. two speakers. Merci beaucoup également à nos deux orateurs. J'ai une question très courte. As the world is facing disruption, particularly in the economy due to the pandemic. Alors que nous sommes face à la dévastation causée par la pandémie de COVID-19 et que nous voyons des disparités, des inégalités se creuser entre les riches et les pauvres, il faut savoir que, bien sûr, l'économie mondiale a besoin de recettes supplémentaires. Il faudrait peut-être instaurer un plancher fiscal mondial pour les entreprises. Comment s'assurer la mise en œuvre efficace et effective de ce plancher fiscal mondial? Comment exécuter ce type de mesures et comment aider les pays en développement? Ce taux de 15% est trop bas. Dans d'autres pays, il s'agit de 23% peut-être. Voilà, merci. Alina, je vais commencer. Nous avons eu un large éventail de thèmes abordés dans ces questions. Au cours de cette semaine, nous avons constaté que les banques multilatérales de développement travaillent ensemble et les acteurs multilatéraux aussi. Par exemple, l'Organisation mondiale du commerce et l'UNESCO ont parlé des efforts qu'ils font en matière de vaccination. Qu'avez-vous à dire? Merci beaucoup. Ce sont de très bonnes questions et ce sont des questions que nous nous posons nous-mêmes. Je vais commencer par le plus important maintenant. L'ampleur de la riposte doit être à la hauteur de l'ampleur de la crise. C'est ce que nous disons au FMI depuis le début. Dès que la crise s'est déclenchée, nous avons compris que nous devions très rapidement augmenter l'apport de bouées de sauvetage financière au pays. Nous avons très rapidement déboursé à 118 milliards de dollars en faveur de 87 pays. Cela n'avait jamais été fait dans l'histoire du FMI. Et en même temps, nous avons vu que même en apportant des bouées de sauvetage au pays, dans certains cas, je recevais des coups de fil des dirigeants qui disaient: «Merci d'avoir décaissé aussi vite. Nous ne savons pas ce que nous aurions fait avec une économie dans l'impasse si les fonds n'avaient pas été disponibles aussi rapidement». Mais nous avons aussi octroyé des prêts qui devaient être remboursés. C'est ici qu'on ne peut sous-estimer la contribution des droits de tirage spéciaux. Une injection de 650 milliards de dollars dans l'économie mondiale permet d'augmenter les réserves et la marge de manœuvre budgétaire sans augmenter la dette des pays. En même temps, nous essayons d'étendre et d'amplifier les effets de l'allocation de DTS
en tenant compte de l'ampleur du problème. Car non seulement nous voulons combattre la pandémie et surmonter la crise, mais en même temps, nous voulons transformer les économies nationales. Nous voulons que les pays avancés avancent vers une économie sobre en carbone et dans un monde plus numérique. Mais en même temps, nous ne pouvons pas laisser les pays en développement euh, euh, rester à la traîne, car si cela arrivait, ce serait une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Quand nous pensons aux solutions, nous regardons vers le financement. Comment libérer plus de financement privé en faveur des pays en développement pauvres? La solution réside dans les mesures de politique économique, car de bonnes mesures se traduisent par de meilleurs débouchés et un meilleur climat d'investissement. Vous avez parlé des repères classiques. Cette crise a témoigné de notre capacité au FMI et à la Banque mondiale de réfléchir de manière prospective et le fait que nous ne nous contentons pas de regarder dans le rétroviseur. Le changement le plus important a été peut-être les 2 niveaux d'action des 2 institutions. Premièrement, lorsqu'une économie se trouve dans l'impasse, le service de la dette des pays les plus pauvres doit aussi connaître un coup d'arrêt. Et l'initiative de suppression du service de la dette a été vitale. Deuxièmement, vous connaissez l'orthodoxie classique du FMI, mais cette fois-ci, on a fait quelque chose de différent. On a dit dépenser, dépenser, mais il faut laisser des traces pour pouvoir rendre des comptes. C'était un message clé qui nous permettrait de surmonter l'impasse et qui nous place maintenant dans une voie de reprise. Nous devons continuer de réfléchir de manière prospective en faisant des choix qui vont changer le monde. Je pense notamment à l'avènement d'un monde plus écologique. Au FMI, nous sommes convaincus de l'importance de la tarification du carbone et des investissements dans les infrastructures vertes pour libérer le potentiel des investissements privés. En même temps, nous voulons nous assurer que la transition soit juste. Si vous êtes mineur dans le secteur du charbon, vous ne devez pas être laissé à la traîne. Les mesures doivent tenir compte de vous. Voilà une idée qui montre qu'on peut en même temps surmonter la crise et procéder à la transformation que le FMI et la banque appellent de leur feu. À En ce qui concerne le Forum international pour la santé mondiale, je vous félicite d'avoir travaillé sur ce dossier. David et moi sommes très sensibles à cette question. Au FMI, il y a 2 priorités. Premièrement, il faut vaincre la pandémie. Vous avez raison de dire que la pandémie n'est pas achevée. Tout ce qu'on peut faire pour bien cibler les dépenses de santé en se concentrant sur les vaccins et les moyens thérapeutiques et diagnostiques, ainsi que les équipements de protection. Cela nous permettra de sortir de cette pandémie. Et ensuite, deuxièmement, il faudra faire fond sur l'idée de résilience. Nous ne nous y trompons pas. Nous vivons dans un monde qui s'enrichit, mais qui est inégal. Et nous vivons dans un monde qui est vulnérable au choc. 89% des parlementaires se sont préoccupés par cet enjeu, et ce, à juste titre.
À moins que nous n'augmentions la résilience au choc climatique en transformant les pratiques agricoles de gestion des eaux et de production, et à moins que nous ne réduisions considérablement les émissions et pas en 2050, bien entendu, j'aime l'idée du net zéro en 2050, mais je pense qu'il faut agir au cours de cette décennie, 2022, 25, etc. En nous concentrant sur les systèmes de santé, en augmentant leur résilience, en mettant l'accent sur les investissements, la prévention, etc. Mais en même temps, je voudrais que nous ayons une mentalité axée sur la résilience. Enfin, sur la question and that's not for us, it was OECD leading with the members. If we were to go higher, it might si have nous voulons, slower process of reaching si nous avions and, visé des objectifs plus ambitieux en matière de fiscalité internationale, il aurait été plus difficile de parvenir à un consensus. C'est pourquoi nous nous sommes arrêtés à 15%. Je suis d'accord qu'il faut penser aux pays en développement. Il faut simplifier la fiscalité internationale pour qu'elle puisse être mise en œuvre. Comme vous l'avez dit, les recettes ne peuvent être obtenues que si elles peuvent être perçues. L'autre question importante est liée à l'imposition des services numériques. Et à ce niveau, je vois un grand potentiel pour les pays en développement. David, l'année dernière, quand nous nous sommes rencontrés, vous avez évoqué l'importance de l'initiative de suspension du service de la dette et la question de la transparence en matière de dette ou le problème lié au manque de transparence. Qu'avez-vous à dire aujourd'hui? Vous avez raison. J'ai écouté avec admiration ce que Kristalina avait dit et je vais dire une ou deux choses avant de revenir à votre question. Pour répondre à la question de la parlementaire de la Jamaïque sur la surveillance ou le contrôle des parlementaires, les parlementaires peuvent suivre ce qui se passe et, par exemple, au niveau du COVAX, le quart en matière de fourniture des vaccins est préoccupant. Les pays en développement ne reçoivent pas de vaccins et ça, c'est un défi dans le contrôle. L'autre défi est lié à l'endettement. Kristalina a dit en mars et avril 2020, nous avons dit qu'il faut un moratoire de grande envergure sur les remboursements du service de la dette. Nous devons penser à ce qui arrivera en décembre cette année quand l'ISSD arrivera à son terme. Il faut de la transparence, certes, mais le monde entier doit reconnaître que les créanciers bilatéraux sont certes représentés dans le Club de Paris, mais il y a beaucoup de créanciers, notamment privés, qui ne font pas partie de l'initiative de suspension et nous espérons qu'ils feront partie du cadre commun. Londres et New York sont les principaux centres financiers mondiaux et ils ont un rôle important à jouer. Pour répondre à Ricardo, il a demandé qu'est-ce que le Forum mondial pour la santé peut, peut faire. Je pense que il y a un travail à faire en matière de renforcement des capacités. C'est ce que font la Banque mondiale et l'IDA. Par conséquent, j'exhorte le Forum mondial
Le Forum sur la santé mondiale doit éviter une fragmentation des efforts. À la banque, nous avons un millier de fonds fiduciaires que nous gérons. Ils sont souvent créés par des dirigeants de pays avec les meilleures intentions. Mais c'est très difficile de faire le travail d'administration, le travail juridique et de mise en œuvre que ces fonds nécessitent. Alors, le forum doit penser aux capacités limitées des pays en développement et penser à ce que font des institutions comme l'IDA. Chandra a posé une question concernant l'impôt minimum et je suis d'accord avec ce que Kristalina a dit. Nous avons parlé de l'importance de la simplicité de la fiscalité. Les pays les plus pauvres et en développement ont souvent des difficultés de mise en œuvre quand les systèmes ne sont pas simples. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de simplicité. Merci. Merci. Nous avons juste assez de temps pour quelques dernières questions. On va faire l'Espagne, mais d'abord Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, merci beaucoup. Alors, nous allons parler du changement climatique qui affecte gravement toute la population du monde entier, sans exception. Des approches de solutions existent avec des plans de financement des secteurs comme l'énergie, le transport et même les industries. La particularité des pays africains et surtout la Côte d'Ivoire est son économie basée essentiellement sur l'agriculture. Alors qu'il est clairement établi que le changement climatique perturbe la pluviométrie avec une désorganisation des saisons pluvieuses. Nous notons une baisse de la production agricole du fait de la non-maîtrise des périodes de semis à cause de la pluviométrie devenue aléatoire. La question est de savoir quels sont les appuis que les dirigeants de la Banque mondiale et du FMI peuvent apporter à nos pays agricoles pour faire face à cette pluviométrie incontrôlée, incertaine. Il y a urgence car l'insécurité alimentaire est à nos portes. Nous pensons par exemple à un financement d'une réforme des systèmes de production agricole basé sur l'irrigation à partir de retenues d'eau avec une subvention des intrants. Nous voulons en fait savoir si les dirigeants des institutions financières ont des approches de solutions concernant la désorganisation de la pluviométrie. Je vous remercie. Brilliant. Bakary, thank you so much. Merci beaucoup. Esther, ensuite, pour l'espagnol. Pour l'Espagne, pardon. Merci. Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord vous féliciter pour tous ces programmes qui nous sont venus en aide pendant la pandémie. Je crois que la plupart des institutions ont fait de leur mieux pour améliorer la liquidité dans le système, également pour venir en aide à tous, alors que bien sûr, nous avons vu des facteurs de stress. Mais je pense que nous devons cependant planifier l'ère post-Covid. Beaucoup de pays sont déjà en train de se tourner vers cet avenir. Mais je crois que nous devons nous pencher sur le niveau de la dette publique qui a fortement augmenté dans beaucoup de pays. Nous avons à l'heure actuelle une crise énergétique avec un coût élevé de l'énergie dans beaucoup de pays. Les coûts sont très élevés dans ce secteur. Et bien sûr, nous devons analyser quels seront les effets de tout cela.
among Il y a countries. des effets en termes de pauvreté et d'inégalité, pas seulement entre les pays, mais également au sein des pays. Comment s'assurer que l'aide parvienne, par exemple, aux PME, qu'elle parvienne aux citoyens qui en ont besoin car ils ont des revenus insuffisants. Pour notre part, nous tentons de prévenir également des problèmes futurs et nous aimerions savoir ce que vous recommanderiez aux banques centrales du G20. Merci. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Nous avons Sahel G5. Jean-Marie, je crois. Oui, bonjour. Ma question est relative à la problématique du développement et de la paix en général. Compte tenu de l'importance de l'action parlementaire sur l'amélioration de la gouvernance des projets et programmes et qui sont en grande partie financés par la Banque mondiale et les autres institutions financières, mais aussi sur le renforcement de la participation locale, quelle peut être la contribution du groupe de la Banque mondiale au renforcement du contrôle parlementaire des initiatives de paix et de développement? Comment est-ce que les institutions financières internationales peuvent-elles contribuer à la mobilisation et à la participation locale des communautés aux initiatives mises en œuvre dans leur région? Je vous remercie. Wonderful. Thank you so much. David, we've only got about Merci beaucoup. Nous n'avons plus que 5 minutes pour répondre aux dernières questions. Mais je vous rassure, il y aura encore des briefings par écrit qui se feront pour répondre aux dernières questions. Merci beaucoup pour ces dernières questions. En effet, le problème du changement climatique est immense, il faut y répondre. Les technologies, l'irrigation peuvent apporter une réponse. J'étais en Cisjordanie et en Israël et j'ai vu qu'il y a des choses qui peuvent être faites et qui peuvent s'appliquer au Soudan, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays encore. Ensuite, pour ce qui est du numérique, une bonne gestion des ressources en eau est nécessaire. Il faut des systèmes d'irrigation qui soient connectés. La Côte d'Ivoire peut progresser sur ce plan. Des politiques réglementaires peuvent être améliorées. Enfin, pour ce qui est des subventions, ces subventions qui s'appliquent à de mauvaises gestions de l'eau doivent être interrompues. Nous voyons qu'il y a énormément de subventions qui vont vers des pratiques qui, en fait, ne sont pas bonnes. Ensuite, l'Espagne a souligné toute une série de points et j'aimerais répondre brièvement. Nous pensons que tout cela doit être gardé à l'esprit alors que nous avançons vers une électricité plus propre. Il faut améliorer l'accès à l'électricité propre, l'ODD 7. Il faut nous pencher sur les résultats. Il y a des pays, je ne vais pas les citer, où beaucoup d'argent a été investi dans les renouvelables, mais malheureusement, ces renouvelables ne sont pas connectés au réseau. Donc, nous devons non seulement dépenser plus, mais également que cela soit bien intégré pour obtenir des résultats tangibles. Le président Duque en Colombie installe des capacités éoliennes et nous voyons que cela donne de bons résultats. Donc, nous pouvons nous pencher sur des manières innovantes d'aller de l'avant. Ensuite, pour les banques centrales du G20 au cours de cette crise, il y a des obligations à longue durée. Il faut aller au-delà parce que parfois, c'est quelque chose qui empêche les fonds d'aller vers les PME. Ces PME
empruntent pour acheter des obligations à longue durée, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce dont les PME ont besoin. Ensuite, pour la paix et le développement, j'aimerais dire que le Soudan, dans la région de la Corne de l'Afrique, essaye d'avoir un gouvernement de transition qui fonctionne avec ses voisins. La Tanzanie a de bonnes relations avec ses voisins, donc nous avons besoin de dirigeants qui soient à même de parler de paix et de développement avec leurs voisins. Et ce serait un grand pas en avant. Merci. Kristalina. J'aimerais simplement rebondir sur les propos de David sur quelques points. Tout d'abord, j'aimerais dire que j'ai été ravie de voir dans les résultats de l'enquête que l'adaptation au changement climatique est enfin devenue une priorité. Pendant trop longtemps, on a ignoré cela avec Ban Ki-moon et Bill Gates. J'ai co-présidé une commission sur l'adaptation et l'un des messages clés de cette commission concernant l'agriculture était le suivant: investir en recherche et développement et ensuite s'assurer qu'il y ait des connaissances qui circulent, une courroie de transmission des expériences qui permettent aux agriculteurs d'opérer cette révolution numérique. À cet effet, on a des recherches solides en matière d'agriculture sur la résilience face aux sécheresses, sur l'utilisation des systèmes d'irrigation. Mais cela ne se traduit pas toujours en politique et parfois ces politiques ne sont pas forcément mises en œuvre. Donc, nous devons soutenir tout ce processus de manière urgente. Ensuite, pour ce qui est de l'ère post-Covid, oui, les niveaux ont augmenté, comme vous l'avez dit, et au Fonds monétaire, ce que nous disons, c'est que les pays doivent ancrer leur politique budgétaire sur un cadre de durabilité à moyen terme. Nous devons réfléchir à la manière d'avancer. Quelle est la meilleure chose que nous puissions faire? Croître, bien sûr, avoir une croissance, mais comment le faire? Et qui crée le plus d'emplois? Vous avez raison, ce sont les PME. David et la banque travaillent très dur pour cibler justement cette question de la croissance des PME. Cette notion selon laquelle les économies doivent croître de manière verte, croître de manière inclusive et prédominante. Maintenant, vous avez raison, les inégalités se sont creusées et nous savons ce qu'il convient de faire. Nous savons que les politiques fiscales doivent être plus proportionnelles pour permettre de mettre en place cette transmission. Mais il faut savoir que lorsque l'on investit dans des compétences, dans le climat, alors on peut mettre en place des fondements de la croissance qui permettent aux économies de croître comme il se doit. Oui, je pense qu'il faut prêter davantage d'attention aux inégalités. C'est une question importante pour tous et pour vous en tant que législateurs. Finalement, en ce qui concerne la paix et le développement, au Fonds monétaire, nous travaillons en étroite collaboration avec la banque pour essayer d'améliorer notre compréhension du lien entre l'insécurité d'une part et le développement, la croissance, les emplois de l'autre part. C'est à nos yeux comme cela que les choses fonctionnent. Cet après-midi, nous avons eu une réunion avec des dirigeants de pays qui ont des connaissances vastes en matière d'insécurité. Le président de la Croix-Rouge a participé. On a parlé de la manière de travailler avec les États fragiles. Et bien sûr, cette question entre dans le cadre de cette stratégie. La banque a travaillé très dur pendant de nombreuses années et a pu introduire des examens des dépenses publiques qui permettent de se pencher sur le coût du maintien de la paix.
et nous avons pu ainsi examiner ce qu'il convient de faire. Et tout cela se traduit par une compréhension du fait qu'on ne peut pas simplement dire que l'on garde le déficit à tel ou tel niveau. Nous devons nous pencher sur les moteurs, sur les facteurs dans les différents pays et quel est le coût de, qui se cache derrière la mise en place de cette sécurité que l'on souhaite. Pas de sécurité, pas de développement, pas de développement, pas de sécurité. Il faut rompre ce cercle vicieux. Merci beaucoup, Kristalina, pour ces commentaires. Je crois que le message qui ressort ici, c'est qu'il faut être solide devant les différentes parties prenantes pour que chacun honore ses obligations en matière de vaccins, par exemple. Et il faut que les DTS soient réorientés, il faut une transparence et une restructuration de la dette. Et bien sûr, nous devons également mettre en place un pipeline de propositions d'investissement. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Passez une très bonne semaine. Restons en contact. Merci à toutes vos équipes pour le travail effectué afin de pouvoir réaliser ces réunions. Merci beaucoup. Peuvent rester en ligne. Nous allons très rapidement boucler avant de vous demander de remplir l'enquête. Zara est notre artiste visuelle et je crois qu'elle est toujours à même de refléter un large éventail de perspectives de manière visuelle. Voyons ce que Zara a pu accomplir suite à cette conversation. Oui, en effet, j'aimerais partager avec vous ce que nous avons fait aujourd'hui. Très rapidement, nous avons commencé par cette étude et par ce constat, nous sommes dans une période de bouleversement marquée par des divergences. Avec la vaccination, l'adaptation aux besoins des pays et l'accélération vers un avenir plus vert, nous pourrons surmonter ces bouleversements. Nous avons aussi parlé des changements climatiques. Il faut avoir l'humain au cœur des efforts orientés vers les résultats. Nous avons parlé de la tarification du carbone et de l'investissement dans des infrastructures vertes. Nous pouvons utiliser la technologie pour surmonter des crises comme la crise hydrique qui a été évoquée. Certains pays l'ont fait et nous devons agir pas seulement pour atteindre les délais, mais même avant les délais. Nous avons dit que combler la fracture vaccinale, c'est nécessaire pour mettre fin aux divergences. Et puis, il faut investir dans la résilience des systèmes de santé. Il faut investir dans la résilience pour l'avenir pour obtenir des gains à long terme. Nous avons parlé de l'économie et des effets du climat sur l'économie. Nous avons compris que les bonnes mesures transforment les vies. Les bonnes mesures doivent être simples pour être mises en œuvre, notamment en matière de fiscalité. Il faut faire preuve de créativité pour stimuler la croissance. Et cela nous a fait penser aux services numériques. Ensuite, nous avons parlé de l'importance des personnes, notamment en les mettant au cœur des efforts et aussi pour la transition verte. Et il faut tenir compte des contraintes et renforcer les capacités au niveau national. J'espère que ceci a été utile et nous partagerons ceci pour vos travaux. Merci beaucoup. C'est un excellent résumé de ces échanges fouillés. Cela nous mène à la conclusion du Forum parlementaire mondial édition 2021.
Si vous voulez revenir sur les ressources, notamment les vidéos, vous pouvez aller sur notre site web. Nous vous serions reconnaissants de faire connaître l'existence du réseau dans votre pays et au sein de votre Parlement. Nous avons appris ces derniers jours que nous devons apprendre beaucoup les uns des autres au courant des prochains mois. La complexité, la vitesse et les difficultés qui nous attendent exigent un travail collégial et un apprentissage mutuel. Le réseau parlementaire voudrait œuvrer avec vous pour créer une panoplie d'outils pour les parlementaires avec les communiqués de presse, les vidéos et les podcasts que vous voudriez trouver utiles et pour vous et les populations que vous servez. Donc, veuillez nous faire savoir ce que vous voulez voir figurer dans cette panoplie d'outils. Si vous voulez écrire des réflexions ou des commentaires sur ce que vous avez observé cette semaine, quelque chose de positif ou de négatif, vous pouvez nous le dire et cela sera publié sur le site du réseau. Enfin, veuillez participer à notre enquête pour que nous continuions à rendre ces séances aussi utiles que possible pour vous. Nous espérons que la prochaine séance se tiendra pendant la COP à Glasgow. Mais si vous voulez que nous ayons des sessions de suivi, veuillez nous le faire savoir et nous pourrions avoir une autre séance vers Noël. Et toutes les questions vous intéresseraient. Moi et l'équipe, nous vous remercions. Je remercie Kristalina, David et leur équipe d'avoir fait de cette session une réussite. Enfin, je remercie toute l'équipe qui a créé cet espace numérique qui nous a hébergés pendant toute la semaine. Je remercie Marina, Elisabeth, Gargana, Philippe. Je vous remercie tous pour avoir permis un déroulement harmonieux de nos échanges. Je vous remercie. Si vous serez à Glasgow, j'espère vous y voir.